Du coup, allez, on peut attaquer. Vu qu'on va peut-être faire les replays pour ces spaces, à partir de maintenant, on va donner un petit peu d'infos. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est au bloc Bitcoin 862 706e bloc. Et le prix de Bitcoin aujourd'hui, à l'heure actuelle, est à 63 728 dollars. Donc aujourd'hui, nos thèmes du jour, on va un petit peu parler de la charte Ethereum BTC, le flippening donc qui nous avait été annoncé depuis plusieurs années par pas mal de gens, notamment en France. Je pense à Mark Zeller, à Biarritz en 2021 ou 2022. On va revenir un petit peu, essayer de debunk le playbook de Michael Saylor. Parce que moi, je me posais quand même la question, comment est-ce qu'il fait pour continuer à s'endetter de manière un petit peu indéfiniment. Et pour démarrer, on va quand même revenir un petit peu sur l'actualité sur Bitcoin, brosser un petit peu ce qui se passe dans l'actu Bitcoin en France, un petit peu à l'étranger. Donc déjà, c'est officiel, c'était un secret de polichinelle, mais Bull Bitcoin se lance en France. Donc on a racheté Bitcoin Lyon. C'est pour ça que Jimmy est ici aujourd'hui. Et donc, on a annoncé ça à Biarritz. Il y avait Francis qui était là, toute l'équipe. On a fait une soirée qui s'est super bien passée en marge de Surfing Bitcoin. Il y avait une centaine de personnes, un gros barbecue. Donc, gros event. Et c'est cool d'avoir des retours positifs. Donc, on vous annoncera un petit peu à partir de quand la plateforme sera disponible, mais normalement d'ici début novembre ou en tout cas avant la fin de l'année pour sûr. D'ailleurs, Jimmy, tant que j'y suis, vu qu'on a racheté Bitcoin Lyon, est-ce que tu peux présenter brièvement ce que vous faisiez à Bitcoin Lyon pour que les gens aient une petite idée? Et bah oui, effectivement, ouais, je vais en profiter. Déjà, je suis ravi de rejoindre la team et on va faire des belles choses ensemble. Il y a 4 beaux personnages, on devrait bien rigoler et bien bosser à mon avis et ça va bien décoller. Et je vous représente un petit peu ce que faisait Bitcoin Lyon pour ceux qui connaissent pas. Alors je pense que ceux qui participent au Space ont déjà dû entendre parler, mais je vais resituer. Donc on a lancé un bureau de change en 2019, enfin officiellement en 2020. On a commencé un petit peu en discret et on est passé officiellement bureau d'achat-vente de Bitcoin à Lyon en 2020. On était une équipe de 5 personnes. On a décidé de passer le PSAN quand la législation est arrivée et nous a contraints à ça. Le truc sympa, c'est que vu qu'on était déjà en activité, ils n'ont pas pu nous couper parce que même s'ils auraient bien aimé, la loi était ce qu'elle est, donc on était là, il fallait nous laisser notre chance. Donc on n'était pas forcément du milieu financier et surtout du milieu de la compliance, mais il a fallu qu'on se reforme un petit peu et qu'on montre qu'on était sérieux et carré. Et puis, s'en est suivi une belle aventure à développer le bureau de change, à faire du conseil, à matrixer pas mal de débutants, pas mal d'anciens qui voulaient acquérir du Bitcoin et qui voulaient un contact physique parce qu'ils étaient un petit peu perdus sur tout ce qu'ils voyaient en ligne. Et puis voilà, ça s'est bien passé, on s'est bien développé, pas aussi vite qu'on aurait souhaité, mais on a quand même une belle croissance tous les ans, à presque 3 chiffres tous les ans. Donc on est plutôt content. Et puis quand j'ai vu que Bull Bitcoin réfléchissait à arriver en France, je me suis dit oula, c'est du lourd. Et puis en termes de positionnement, ça collait carrément. Donc on a échangé en premier lieu avec Théo, puis avec Francis. Pour négocier tout ça. Et puis vu que la mentale, on va dire, collait, et nous on avait joué quelques propositions, mais rien qui collait en termes de des défis et de mentalité. Donc là, ça a vraiment bien collé, le courant est vraiment super bien passé et donc on a trouvé un terrain d'entente et je suis ravi de vous rejoindre. Ça fait plaisir de t'avoir dans l'équipe, Jimmy, surtout que nous 4 déjà, on se connaissait déjà depuis pas mal d'années à travers les conférences au BEF ou à Surfing, donc c'est cool de t'avoir dans l'équipe. Carrément.
Et si je peux rajouter un truc aussi, pour ceux qui ne voyaient pas en gros à quoi ça ressemblait le quotidien de Jimmy, c'est vraiment un bitcoiner des tranchées qui installe des hardware wallets à plein de gens et qui les empêche de se faire rect. Je ne sais pas si vous voyez le mème du soldat qui protège le petit gars en train de dormir, bah, c'est vraiment ça. Exactement. Donc, pour la mission qu'on a chez Bull, c'est vraiment un bel ajout à la team. Donc c'est partagé, t'inquiète. Eh ben merci. C'est vrai que ce desk à Lyon, apparemment, il était assez éclectique entre les hippies, les mecs de cité qui venaient stacker du Bitcoin. On avait tout. On avait des mecs du quartier qui venaient parce qu'on était les seuls. Et puis en plus, on s'était battu pour avoir pour faire du cash parce qu'on commençait. Alors bon, ça nous a bien réduit parce qu'avant le PSAN, on faisait du cash 1 000 € par jour par personne. Donc ça allait pas mal. Et quand la législation est arrivée et nous a imposé des limites plus basses, tiens, d'ailleurs j'en profite pour en placer une. C'est intéressant parce que on nous a pas dit il faut limiter le cash à 500 € par mois par personne, mais on nous a forcé à faire une politique anti-blanchiment. Et moi, dans la politique anti-blanchiment, je mettais des montants assez élevés. Je vois pas pourquoi tu peux pas faire des achats jusqu'à 10 000 € comme dans les autres magasins, ou alors 1 000 € par achat comme dans les autres magasins. Et on nous validait pas le dossier en fait. Et puis à force de creuser, on a compris que un des points qui faisait que le dossier n'était pas validé, c'était qu'on avait des plafonds cash trop hauts. Donc on t'impose rien, mais on te valide pas si tu te mets pas dans le rang. Donc voilà, c'est marrant. Okay. La législation et sa mise en œuvre. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Ok, donc pour revenir un petit peu sur l'actualité, cette semaine, la semaine dernière, on a eu le lancement de la première boutique Bitcoin Only en France. C'est notre ami Lou qui a lancé ça. C'est au 27 rue Eugène Carrière dans le 18e, donc c'est juste à côté de Montmartre. C'est une boutique super sympa qui est vraiment 100% consacrée à l'univers Bitcoin. Là-bas, on peut acheter du hardware. Il y a tous les hardware disponibles, dont ceux qui sont pas officiellement vendus en France, comme Coldcard. Il y a aussi Ledger, Bitbox, Trezor. Il y a également du merch Bitcoin. Ils ont une grosse librairie Bitcoin avec un paquet de livres qui tournent autour de Bitcoin, du libéralisme ou de l'économie autrichienne. C'est la plus grosse concentration de livres sur le sujet en français que j'ai vu depuis la bibliothèque de Yorick. Ça m'étonne pas. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous serez chaudement accueillis. Ensuite, pour revenir sur l'actu, on a le concours de Meetup qu'on avait organisé la semaine dernière. Donc, du coup, on avait référencé les 50 Bitcoin Meetup, Bitcoin Only Meetup en France. Et c'est vrai qu'il y avait eu déjà des petites... En fait, l'idée du Meetup était venue parce que Science, qui était au Bitcoin de Marseille, avait annoncé que le Meetup de Marseille était le meilleur Bitcoin de France. Donc, on a voulu un peu amener le suffrage universel pour savoir ce qu'il en était. Et donc, félicitations au top 3. Donc, en premier, c'est Monaco. Donc, certains me diront Monaco n'est pas en France, mais on n'allait pas non plus laisser les monégasques et les gens et le Meetup d'Andorre un petit peu tout seul. Ça aurait laissé un petit peu un goût amer. Ensuite, on a Caen de Normandie Bitcoin et ensuite on a Saint-Malo de Brest Bitcoin. Donc félicitations à eux. D'ailleurs, la semaine prochaine, Théo leur enverra un petit paquet de merch Bull Bitcoin en guise de cadeau. Actualité toujours. Attends, je peux te dire, ça montre quand même que le suffrage universel est un petit peu un scam parce que tout le monde le sait que le meilleur meet-up c'était le meet-up de Lyon, mais bref. Ouais, c'est vrai, mais les gars, tu vois, comme quoi, c'est bien parce que c'est là qu'on voit que les gens sont chauvins, donc c'est marrant. À Monaco, ils ont plus de fiat et plus de sats, donc tu fermes ta gueule et tu prends ta défaite. Exactement. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont au meet-up de Monaco ne sont pas forcément de là-bas, mais c'est qui ratissent assez large dans la région. Et donc, en Normandie, ce week-end, on a une conférence Bitcoin sur une journée. Ça s'appelle le Normandie Bitcoin Day. C'est organisé par Normandie Bitcoin, donc Benoît et Nicolas Cantu. Donc, n'hésitez pas à aller checker leur page Twitter. Ça se passe ce week-end, donc le 28, et c'est sur une journée. Ensuite, on a le Be Only,
qui est l'une des deux Bitcoin Only conférences en France avec le BEF. Bon, il y a Surfing Bitcoin également, mais ils sont un petit peu plus ouverts au crypto. Donc, qui aura lieu à Annecy du 9 au 11 novembre 2024 et qui est organisé donc du coup par Annecy Bitcoin. Et je peux vous annoncer en exclusivité qu'il y aura une partie de l'équipe Bull Bitcoin qui sera là-bas et que Théo fera un speech, mais on garde le sujet surprise pour l'instant tant que c'est pas annoncé officiellement. Ensuite, cette semaine, il y a Théo également qui nous a pondu un petit article très intéressant qui s'appelle L'État-providence est mort, vive l'État. C'est un petit peu long à lire, mais je vous le conseille vraiment. En gros, il nous a ratissé un petit peu comment la mobilité du capital et Bitcoin amoindrissent le monopole de l'État. Donc, je vais vous le pinguer dans le space, mais je vous conseille chaudement de lire cet article. Et donc, du coup, sans plus attendre, on peut passer à notre sujet du jour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus, Gilou, de la courbe Ethereum BTC? On a vu Vitalik qui dansait et qui chantait en japonais à une conférence en Asie. Qu'est-ce qui se passe au niveau d'Ether là? Ils sont en train de capoter ou quoi? Alors Ethereum. Ethereum. Moi, je dois être le bitcoiner en France le plus au courant des dramas sur ce shitcoin. Et ces derniers jours, la barre symbolique des 4 millions de Satoshi a été enfin cassée par le bas. Bon, évidemment, depuis le jour où on a décidé de faire cette chronique, ETH-BTC est remonté au-dessus. Mais c'est pas grave, on va persévérer. Les bagholders de ETH me remercieront d'être leur contre-indicateur de choix. Et ils ont besoin de moi pour pump leur shitcoin. Bref. Et donc, c'est quand la fameuse barre des 4 millions de Satoshi a été cassée que ça m'a donné envie de faire cette petite chronique qui, je l'espère, sera à votre goût. Alors, ce niveau de 4 millions de Satoshi, on était nombreux dans le monde à l'attendre. Tous ces vilains maxis addicts au Schadenfreude, s'abreuvant de larmes de points ETH, surveillant comme le lait sur le feu le ratio ETH-BTC. C'est simple, moi j'ai compris que j'avais un problème d'addiction quand je me suis rendu compte que je regardais beaucoup plus souvent le cours ETH-BTC que le cours BTC-USD. En fait, moi je m'en fous que BTC dump pour peu que ETH-BTC saigne. Et là, je suis aux anges. Que voulez-vous, c'est plus fort que moi. Je suis viscéralement Ethereum hater, dans la pure tradition, et ce depuis la première heure, même avant l'ICO, même avant le pré-mine. Alors, ça a été progressif. Je n'ai pas toujours eu ce niveau de haine. Je suis pas comme notre cher ami Francis Pouliot, ici présent, qui avait coécrit avec Paul Storks un mois après l'ICO un formidable article qui est bizarrement introuvable sur le web, intitulé Why Ethereum is going to zero. Mais je suis quand même un pilier solide des ETH haters, un peu comme les Death Eaters de Harry Potter, toujours prêts à se repaître du sub des adeptes du flipping. En tant que témoin privilégié de toute la vie, et j'espère aussi de la mort d'Ethereum, j'ai pu apprécier toutes les étapes du narratif. Alors au tout début, on parlait du World Computer, qui allait décentraliser à peu près tout, de la cafetière aux banques centrales, en passant par l'industrie, l'éducation et que sais-je encore. Et puis j'ai vécu aussi The DAO, et le fameux Can you guys stop trading de Vitalik. Et j'étais là aussi pendant la Block Size War où on nous expliquait que le design d'Ethereum le rendait beaucoup plus scalable que ce dinosaure de Bitcoin. Et puis il y a eu la période des ICO, dont Ethereum a été la matrice principale. Alors je ne sais pas si vous connaissez la fameuse citation de Saifedean qui dit, en anglais, ça fait « Ethereum is the mother asshole from where all the shitcoins spring », qu'on pourrait traduire par « Ethereum est l'anus originel dont jaillit tous les shitcoins ». Et puis, il y a eu la DeFi, et puis les NFT. Et en fait, il n'y a que récemment qu'on assiste à un shift. Et les derniers narratifs, comme par exemple les memecoins, que GG connaît bien d'ailleurs, qui sont avant tout drivés par un nouvel arrivant, Solana. Et du coup, nous, les ETH haters, on s'inquiète un peu du rôle prépondérant qui est en train de perdre Ethereum dans la shitcoinerie. Alors tout ça, c'est bien beau, mais pourquoi tant de haine, me direz-vous? Eh bien, dans mon cas, le principal grief que je trouve à Ethereum, c'est le gaslighting, c'est la propension à revendiquer de l'innovation, de la technologie, avec une réalité somme toute bancale.
Alors, les fameux smart contracts Turing complete, censés permettre une flopée de use cases révolutionnaires, et qui au final ne démontrent que la capacité à construire des casinos abscons, bourrés de failles de sécurité, qui facilitent les rug pulls. Le fait que le modèle EVM, malgré le fait qu'il soit, selon moi, éclaté au sol, devienne un standard, le fait qu'il aspire les cerveaux, qui auraient été tellement mieux utilisés ailleurs, et pas seulement sur Bitcoin d'ailleurs. Pour moi, Ethereum, c'est une énorme perte de temps. Et je préfère à la limite la franchise de Solana, qui ne prétend pas être décentralisée, qui assume le fait d'être un pourvoyeur de casinos pour les dégénérés. Alors aujourd'hui, que reste-t-il d'Ethereum ? Eh bien, on enchaîne les déceptions. Le merge, qui le rendait déflationniste, ou les ETF, censés faire affluer des milliards d'argent institutionnel. Vitalik, dont on questionnait la sexualité il n'y a pas longtemps et qui a skip pour une girlfriend. Rien ne marche. Et ce n'est pas pour me déplaire. Alors au final, ETH-BTC, où va-t-il exactement ? Eh bien à zéro, ou presque. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et le plus rapide sera le mieux. Alors j'ai un pari qui expire le 27 septembre, dans 3 jours, avec la légende du crypto trading Hightstakes Capital. Alors les termes étaient les suivants. Si ETH-BTC est inférieur à 5,7 millions de Satoshi, je gagne. Bon, j'ai parié un resto, malheureusement, pas 10 bitcoins. Mais c'est toujours ça de prix sur l'ami Carl. Alors voilà, j'ai fini ma chronique. À tous les coups, vu tout ce que j'ai envoyé sur ETH, il va pump à 5,8 millions et je vais perdre mon pari. Mais c'est pas grave, je serai toujours là avec mon alt twitter.eth. Forcément, j'ai dû m'en créer un parce que tous les points ETH m'ont bloqué. Et je serai là à suivre avec du popcorn l'effondrement annoncé de ce shitcoin que l'on nomme Ethereum. Merci beaucoup. Incroyable. Ouais, bah écoute, j'espère que tu te feras pas rect une fois de plus à short Ethereum BTC, Gilou, mais c'est vrai que c'est assez intéressant à analyser parce que à une époque, ils critiquaient le fait que Bitcoin était lent, tout ça, et aujourd'hui, ils acceptent et ils assument le fait que de toute façon, Ether scale en layer 2, donc c'est assez intéressant de voir comment ça, les narratifs sont en train de changer, quoi. Ah oui, moi j'adore Ethereum. Il faudrait suivre leur drama tout le temps, si possible. Moi, j'ai adoré ta chronique surtout, refaisant des comme ça plus souvent, même si c'est sur Ethereum à chaque fois. Je sens que ça t'inspire plus que tout autre sujet. Je pourrais dire d'autres trucs, franchement, je me suis retenu là. Et notamment, j'ai bien aimé aussi même l'analyse sur le fait que il y a un peu une expiration de hype cycle parce qu'ils n'ont plus trop de narratifs à pousser pour essayer de créer un engouement là-dessus. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit ça et on se rend bien compte que les gars qui sont dans Ethereum depuis très longtemps et qui ont toujours, entre guillemets, eu le bénéfice de ces narratifs ont du mal à réaliser ça aujourd'hui, quoi. Ouais, on voit qu'il y a des déçus quand même en ce moment. Enfin, ça fait plusieurs mois, et même à l'intérieur des personnages influents. Donc, je sais plus, il y a quel dev là récemment qui a dit que ETH n'était pas de la money, alors que tous les influenceurs sont là, ETH is money, ETH is money. Et on voit Hyper sound money. Exactement. Voilà, hyper sound money. Donc on voit en fait qu'il y a une sorte de déception un peu globale. Et puis tous les dégènes, ils ont perdu tous les dégènes. En fait, c'est ça le problème. Tous les dégènes sont sur Solana. Donc c'est une grosse perte pour eux. D'ailleurs, est-ce qu'on connaît la hard cap d'Ethereum ou toujours pas ? Ça fait 10 ans qu'on cherche, non ? Il y en a pas parce que la politique monétaire n'est pas fixée. Donc en fait, on voit bien qu'on préfère avoir une politique claire qui bouge pas qu'une absence de politique ou alors une politique mouvante, quoi. Le problème, c'est qu'on sait pas où ils vont en termes de politique surtout monétaire. Une politique qui est définie par les mecs de l'Ethereum Foundation. Vas-y, Théo. Moi, je pense qu'ils vont aller à Jackson Hole. C'est la fin naturelle d'Ethereum, c'est d'avoir Vitalik avec tous les autres banquiers centraux à ce rendez-vous qui a lieu chaque été aux États-Unis entre tous les banquiers centraux et qui coordonnent leur politique monétaire pour l'année à venir et qui parlent savamment de qu'est-ce qu'il faut faire pour donner les bons prix au bas peuple. C'est possible. C'est possible. Ok.
Très bonne conclusion sur ce sujet, Théo. Maintenant, on peut attaquer peut-être notre deuxième sujet. Notre ami Michael Saylor, le Giga Chad, qui décidément n'a pas l'air de vouloir s'arrêter sur son stacking fou de Bitcoin, vient juste d'acquérir 7000 Bitcoins de plus pour en gros un demi-milliard, encore en créant de la dette. La première question qui m'est venue à la tête, en fait, Théo, c'est de savoir, est-ce qu'il a une capacité d'endettement qui est illimitée et à partir de quel moment va-t-il s'arrêter ou peut-il s'arrêter ou ça va être infini cette histoire-là? Théoriquement, c'est illimité, pour la réponse courte. Et en fait, après, ça dépend de pas mal de facteurs. Mais c'est vrai que nous, on a l'habitude de gens qui vont prendre du levier sur Bitcoin, soit en collatéralisant leur propre Bitcoin auprès de protocoles de lending ou je sais pas quelle autre connerie, soit en prenant de la marge sur un exchange de dérivés ou des choses comme ça. Et donc, effectivement, on a l'habitude que les gens qui fassent ça, au bout d'un moment, ils se fassent liquider et que le marché reprenne ses droits. Et c'est vrai que Saylor, ce qu'il fait, c'est un peu différent en fait. C'est qu'il utilise en gros la capacité de son entreprise à pouvoir émettre des instruments de dette sur les marchés de dette pour sourcer du capital pour pas très cher. Et l'effet qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il emprunte de moins en moins cher parce que plus il achète du Bitcoin, plus la capitalisation de son entreprise augmente. Par rapport à des liabilities, donc par rapport à des dettes qui, elles, vont être libellées en euros ou en dollars, enfin en dollars en l'occurrence, mais en fiat, quoi. Et du coup, en fait, le risque perçu par le marché pour les instruments de dette qu'il va émettre va être en général de moins en moins important. Quand il avait commencé pour la première fois en août 2020 et qu'il avait fait son premier achat de Bitcoin, d'abord, c'était 450 millions de dollars qui étaient issus de la trésorerie historiquement de son entreprise. Et très vite après, il a émis des obligations courantes. Et à ce moment-là, il avait levé de la dette dans un environnement où, à l'époque, on n'était pas encore après les remontées de taux de la Banque centrale américaine. Et donc, les taux d'intérêt américains étaient à 1% environ. Et il avait émis de la dette à 5%, 5,5%. Et en réalité, aujourd'hui, les dernières annonces qu'il a fait d'issuance de bonds, d'émission d'obligations, il annonçait des taux qui étaient à 0,625% pour 800 millions de dollars, je crois, si ma mémoire est bonne. Et d'une part, c'est parce que ce n'est pas les mêmes instruments. Les obligations qu'il vient d'émettre actuellement sont des obligations qui sont convertibles en actions MicroStrategy. Et en fait, il peut se permettre d'émettre ces instruments et d'avoir un coût de la dette qui est très très faible, alors même qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont à 5% et qu'à l'époque, ils étaient à 1%, et qu'à l'époque, il empruntait à 5% et aujourd'hui, il emprunte à moins d'1%. Et en fait, c'est justement parce que ce genre d'instrument, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous avez l'option de pouvoir convertir le principal, donc le montant qu'on est censé vous rembourser, dans des actions de l'entreprise émettrice à la fin de la maturité de l'obligation, et donc en général avec un premium, c'est-à-dire que vous allez avoir 20, 30, 40% de valeur en action en plus que si vous preniez du cash. Et en fait, du coup, il a émis du coup très peu d'actions pour pouvoir obtenir ce capital et acheter tous ces bitcoins, donc 226 500 bitcoins au moment où on parle. Et du coup, il a une market cap très élevée, et donc la conversion en action est une proposition de valeur très intéressante. Et le dernier point que je ferais à cet égard-là, c'est qu'il gamifie un peu aussi les règles, on va dire, du monde financier. Parce que beaucoup d'institutions, par exemple, des hedge funds ou certains fonds de pension, ont des obligations sur la quantité d'obligations qu'ils doivent détenir par rapport à la quantité d'actions qu'ils doivent détenir dans leur portefeuille. Et une manière pour ces institutions-là de pouvoir avoir une exposition à Bitcoin ou à MicroStrategy, ce qui est une sorte de proxy pour Bitcoin, alors même qu'ils n'ont pas le mandat pour pouvoir faire ça vis-à-vis de leurs clients, c'est justement d'acheter ces obligations convertibles qui leur donnent une sorte d'exposition avec un petit upside synthétique sur Bitcoin indirectement. Ok. Donc concrètement, plus il s'endette, plus il a de Bitcoin, et plus il a de Bitcoin, plus il peut s'endetter, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, plus il s'endette, plus il a Bitcoin, plus Bitcoin pump, plus il peut s'endetter. Et surtout,
et après, on va dire que par-dessus ça, il y a plein d'arbitrages réglementaires qui font que, vu que MicroStrategy est une boîte cotée qui peut émettre de la dette sur des marchés liquides, qui maintenant est dans le S&P 500, donc qui peut aussi attirer des flux de la part des ETF qui doivent réallouer beaucoup de fonds sur leurs actions, parce qu'ils ont aussi des notes convertibles qui leur permettent de toucher des fonds qui peuvent juste investir en obligations normalement, parce qu'ils ont aussi une action qui est liquide et cotée au S&P 500, et que donc du coup, il y a des options qui sont très liquides dessus, alors que des options sur Bitcoin, sinon vous devez aller sur des échanges qui ont comment dire, qui vont vous obliger à déposer du Bitcoin en marge, voilà, qui sont moins régulés que le New York Stock Exchange. Donc en fait, ça fait plein de choses qui attirent du capital et qui font que, en tout cas, là, à court moyen terme, il peut continuer sa stratégie assez longtemps. Et dans les dernières annonces que MicroStrategy a fait pour l'émission d'obligations et pour les achats de Bitcoin, ils font toujours une communication aux investisseurs. Et dans cette communication aux investisseurs, en fait, ils ont commencé à créer un concept auquel ils ont donné un nom complètement attardé, qui est Bitcoin Yield, et qui en fait essaye d'exprimer en gros l'écart entre la market cap de MicroStrategy et la valeur de leur Bitcoin, qui n'est pas expliquée par l'appréciation de Bitcoin. Donc en fait, ils essayent d'avoir une métrique qui permet de capturer l'effet dont je parlais là, c'est-à-dire à quel point le marché valorise leur balance sheet plus que les bitcoins qu'il y a dessus. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est un bitcoin qui est assez élevé, hein, c'est genre 17-20, en général ça se balade entre 17 et 50% par an. Et donc ouais, c'est un peu devenu une sorte de cheat code dans le Ponzi financier, quoi. Mais ouais, ok. Mais quand lui, du coup, quand dans ses tweets, il dit qu'il a un yield sur Bitcoin, il fait référence à ça ou il fait référence au fait que les custodials qu'il utilise enfin les custodials qu'il a, qui ont ces BTC, les prêtent à d'autres personnes et qui génèrent un profit avec? Alors, c'était pas dans ses tweets. En fait, toute cette discussion, ça a fait suite à une invitation qu'il a eue sur le podcast de Saifedean, où il a eu une conversation avec lui pendant plus de 2 heures, et où effectivement, ils ont passé un certain temps à discuter de à quoi ressemblerait un système financier sur un Bitcoin standard. Et si j'essaie de résumer un peu leur argument, en gros, le point de Saylor, c'était de dire bon, il y aura toujours des institutions de crédit, il y aura toujours des banques, etc. Et donc, à un moment donné, je vais pouvoir avoir un yield sur mes bitcoins. Et le point de Saifedean consistait à dire oui, il y aura peut-être toujours des institutions de crédit, mais les gens ne voudront pas détenir de dette, vraiment. Et donc, en fait, si tu chopes un yield sur des bitcoins, c'est que tu en transfères la propriété et que tu vas prendre un risque qui est important. Et en fait, Saylor, d'une certaine manière, a un peu, enfin, moi je trouve un peu disjoncté, c'est-à-dire qu'il y a un tweet d'Allen qui a repris un clip de la vidéo qui exprime bien ça, où il dit, du coup en français, soit vous mourrez en héros, soit vous vivez suffisamment longtemps pour devenir l'idiot du village. Allen Farrington, En fait, je précise, parce que tout le monde ne connaît pas Allen, pardon, oui, personnellement. Allen Farrington, qui est on va dire un shitposter et un VC Bitcoin only écossais. Et en gros, je trouve que ça résume bien le truc, parce qu'en fait, Saylor, ce qu'il fait un peu dans les discussions, c'est qu'il prend la courbe de taux américaine actuelle, où vous avez à court terme genre 5% sur les fonds prêtés, et il la transpose et il dit, voilà, il y aura toujours des banques, il y aura toujours des gouvernements qui auront besoin d'emprunter. Donc en fait, si je veux pouvoir prêter de manière quasiment pas risquée mes bitcoins et choper 5% de rendement en bitcoin dessus, dans le futur, je pourrais toujours le faire, tu vois. Et en gros, ça permet de résoudre plein de problèmes, parce que du coup, comme ça, les gens, ils n'ont pas besoin de vendre leur bitcoin pour payer pour leurs dépenses. Et donc, d'une certaine manière, son point, c'est d'essayer de dire, genre, c'est sweet comme truc, ce serait bien que ça arrive. Et par contre, à mon sens, c'est complètement attardé, parce que il fait la comparaison des taux qu'on a, qui compensent essentiellement une inflation, et d'ailleurs qui n'arrivent pas à la compenser, dans un système fiat où il y a un prêteur en dernier ressort et une presse à imprimer qui peut bail out les banques, les institutions, les gouvernements, lorsqu'ils n'arrivent pas à tenir leurs engagements de la sorte. Et que sur un Bitcoin standard, vu que personne n'a de printer à Bitcoin, en fait, si vous prêtez, logiquement, d'un point de vue économique, vous allez assumer un intérêt qui au moins est à peu près en ligne avec le risque que vous prenez.
Donc ouais, vous aurez peut-être des institutions d'intermédiation de capital et de crédit, ça c'est sûr, mais en fait, vous allez supporter un risque et si vous avez un yield pour ça, bah, c'est parce qu'il y a un risque. Et vous pouvez pas aujourd'hui vous dire, ah bah oui, non, mais le titre à 3 semaines que va émettre le gouvernement américain, il va me rapporter 5% en Bitcoin, quoi. C'est vraiment pas comme ça que ça marche, un bond market. Et en fait, quand on décompose ce que c'est un taux d'intérêt, dans le taux d'intérêt américain que paye le gouvernement américain aujourd'hui, en fait, vous n'avez pas de composante de risque. Hein, vous payez juste l'inflation qui est inhérente au système. Et voilà, et donc c'est pour ça qu'effectivement, il y a pas mal de bitcoiners qui ont repris certains segments de la vidéo et qui sont un peu moqués de Saylor. Honnêtement, personnellement, je trouve que ouais, peut-être qu'il s'est laissé un peu peut-être emporter par l'ingénierie financière qu'il fait avec MicroStrategy, parce que effectivement, ça peut facilement vous monter à la tête de monter 20 milliards de capitalisation juste en faisant une attaque spéculative sur Bitcoin et ça donne des idées, quoi. Mais honnêtement, y a beaucoup de discours qui ont été tenus de la sorte dans le monde DeFi dont Gilles parlait un peu plus tôt et qu'on a passé notre temps à dénoncer. Et c'est pas parce que le mec a 220 000 bitcoins que faut le laisser, à mon avis, proférer des conneries pareilles, voire même leur donner du crédit, quoi. Bah oui, il y a beaucoup de risques, quoi. Les risques sont notamment qu'on puisse pas imprimer de nouveaux bitcoins, le fait qu'ils se fassent hacker, qu'ils perdent les bitcoins. D'ailleurs, à cet égard-là, tu vois, il y a déjà en fait un secteur financier dans Bitcoin. Il y a déjà un secteur de prêt. Quand on voit ce qui s'est passé durant le dernier cycle avec le groupe de Cyber, Digital Currency Group, qui en fait est la société parente de Grayscale et de plein d'autres boîtes qui font partie de l'infrastructure fondamentale du monde crypto, des market makers, des liquidity providers, etc., qui ont fait des prêts à plein de fonds comme Three Arrows, le truc de Suzu qui est parti en couille complet, qui ont fait des prêts à Gemini qui font que sur leurs produits deal, les clients ont dû passer par les tribunaux pour être remboursés. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que tout ce qu'on appelle le unsecured lending, c'est-à-dire vous prêtez sans collatéral quand vous avez une monnaie finie comme Bitcoin, bah, à la fin du cycle de paper Bitcoin, de misallocation de capital, et ça pump et tout le monde fait des promesses dans tous les sens, quand, comme dirait Buffett, la marée remonte, on voit là, pour le coup, très bien qui nage à poil, et tout le monde en fait toujours les frais. Et je vois pas pourquoi, même si on est sur un Bitcoin standard dans 100 ans, ce serait vraiment fondamentalement différent. Peut-être qu'il y aura des institutions plus larges, donc elles pourront prendre des retraits de marée un peu plus grosses sans se retrouver à poil, mais le principe reste le même, en fait. Si ça fait 150 ans qu'on a l'habitude qu'une banque puisse subir n'importe quel bank run ou n'importe quel défaut sur son bilan, c'est parce qu'il y a un printer derrière, quoi. L'avantage de Bitcoin, c'est que s'il y a des banques sous un Bitcoin standard, au moins ils ne pourront pas se faire bail-in ou bail-out. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, il y a toute une discussion que le mec dont je parlais tout à l'heure, Alan Farrington, a eu là sur le podcast de Peter McCormack, là, qui est toujours un peu le même, mais qu'ils ont rebrandé, où effectivement, il lui posait à peu près la même question que dans la discussion entre Saylor et Saifedean sur un Bitcoin standard, ça ressemble à quoi le système financier et les institutions financières. Et son point de vue, que je partage quasiment à 100%, c'est qu'effectivement, il y aura toujours des institutions de crédit, il y aura toujours des institutions d'intermédiation financière, parce qu'il y aura toujours des épargnants et des entrepreneurs. Par contre, les incentives ne sont pas les mêmes et tu ne peux pas avoir de dynamique de too big to fail, de renflouement, de manipulation des prix. Par contre, effectivement, il faut s'attendre à ce qu'il y ait du paper BTC qui circule ad vitam aeternam, parce que personne ne pourra jamais vous empêcher de faire une promesse à quelqu'un sur des bitcoins que vous avez soi-disant, ou que vous aurez soi-disant dans le futur. Et ça créera forcément des mini-cycles, entre guillemets, et de la mésallocation de capital. Mais c'est pas grave, entre guillemets, parce que les excès sont purgés très vite et entre guillemets, la gravité financière reprend ses droits très rapidement et donc on repart. On repart sur de bonnes bases très vite et c'est pas grave, quoi. Enfin, il y aura toujours des cycles de hype, des cycles de dès que vous allez inventer un truc qui va bien marcher, il y a plein de gens qui vont vouloir investir dedans et il se trouvera toujours des gens pour prendre du levier là-dessus et des gens pour leur prêter. Genre, ça, le monde ne changera pas, l'élection humaine ne changera pas, quoi. Mais par contre, les incentives changeront. D'ailleurs, il y a eu des petites rumeurs qui ont commencé à prospérer sur Coinbase, qui est le custodial de BlackRock, parce qu'ils ont refusé je crois, de publier les adresses et de faire un petit peu de proof of reserve. Est-ce que tu penses est-ce que vous pensez que la concentration d'un custodial immense comme Coinbase,
qui je crois custodie une grosse partie de tous les ETF américains, entre autres. Hein. Vous pensez pas que c'est un gros risque? Et qu'est-ce qui se passerait concrètement si jamais ils faisaient défaut sur les ETF? Moi, je pense que c'est un scandale qu'on n'ait pas de proof of reserve, notamment sur les ETF. Parce que voilà, Bitcoin, s'il y a bien un truc que Bitcoin permet, c'est ça, et en plus à moindre frais. Donc, je sais pas, moi, je serais BlackRock. D'ailleurs, il me semble qu'ils ont fait un petit amendement récemment à ce sujet, suite aux rumeurs. Devraient exiger ça de la part de leur custodial. Parce que pour moi, c'est vraiment le minimum qu'on puisse faire avec Bitcoin, quoi. Voilà. Et ben alors, Coinbase, ils avancent des raisons de vie privée. Ils disent on peut pas exposer nos clients en public. Ouais, non, mais en Alors, gros, ils disent qu'ils veulent pas se faire dox et qu'ils veulent pas se faire dust attack. Mais franchement, c'est une excuse bidon parce que Fidelity et Bitwise, par exemple, eux révèlent leurs adresses et Fidelity, ils font leur propre custody. Ce qui n'est pas étonnant parce qu'ils sont intéressés à Bitcoin bien plus tôt que BlackRock et consorts. Et ils n'ont pas ces problèmes-là, quoi. Donc, c'est une excuse de merde. Et effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à en dire, mais pour rester un peu simple, il faut voir qu'un ETF a un mandat assez spécifique, en fait, vis-à-vis de ses investisseurs. C'est-à-dire qu'un ETF, il n'est pas aux États-Unis, il n'est pas obligé de vous délivrer le sous-jacent, il n'est pas obligé il n'a pas d'obligation de vous donner des bitcoins en échange des parts qu'il émet, etc. Par contre, il a une obligation de vous délivrer la performance. Donc, d'une certaine manière, vraiment, j'insiste sur le d'une certaine manière, les bitcoins, ils leur appartiennent et eux, ils sont censés couvrir ce que les clients vont demander par rapport aux bitcoins synthétiques qu'ils pensent avoir. Donc, en fait, BlackRock est dans une position où et c'est assez intéressant de voir ce qui se passe là, ce dont parlait GG, où c'est eux qui prennent un risque vis-à-vis de Coinbase. Donc, on peut s'attendre aussi à ce qu'ils les disciplinent un peu. Maintenant, c'est clair que ça pose un risque gigantesque parce que la quantité de Bitcoin qui se retrouve custodied là-bas, parce que c'est pas que les ETF, hein, il y a plein d'autres high net worth et institutions qui ont leur custody chez Coinbase. Et effectivement, après, il y a plusieurs schémas de custody différents. Et BlackRock a un schéma de custody de CUX, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des ETF providers qui, en fait, ont des adresses de retrait avec des schémas qui peuvent, des multisites qui peuvent gérer eux-mêmes avec un système de whitelisting d'adresses. Et donc, ils peuvent bouger leurs coins in and out de Coinbase eux-mêmes. Juste, ils ont un set d'adresses réduits sur lesquelles ils peuvent faire des transactions. À l'inverse, BlackRock, ils n'ont même pas ça, quoi. C'est full custody, c'est en mode vous gérez tout. Et ouais, c'est assez flippant en sachant que la nature de Bitcoin fait que y a aucune compagnie d'assurance dans le monde qui veut assurer des custodials à 100%. Donc de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen il n'y a pas de shortcut, en fait. Il faut faire le travail, il faut aller sur YouTube, il faut regarder des tutos et il faut custody soi-même, quoi. Après, en vrai, ce serait un développement assez désirable d'une certaine manière qu'il y ait un ETF qui fail un de ces jours pour souligner le risque qui vient avec, entre guillemets, la praticalité que t'apporte ce genre d'enveloppe d'investissement. Parce que pour l'instant, la plupart des gens ne comprennent vraiment pas la différence, quoi. Bah oui, non, mais de toute façon, c'est déjà écrit, hein, ça va arriver. Soit ils vont se péter la gueule, soit ils vont commencer à faire à dire oui, on n'est pas backed à 100%, on est backed à 99, puis ensuite ils vont essayer de baisser à 95, 90, et ensuite on voit ce que ça donne. Moi personnellement, je pense que à partir du moment où il y a un ETF, ça va finir sur un étalon papier, et bientôt ils diront que les ETF ils seront backed à 95 ou 90% sur on a long enough time frame, on va dire. Mais bon, ça c'est un autre débat. Il y a une news qui est sortie, mais qu'on connaissait déjà un petit peu là. C'est par rapport au Bhoutan. Qu'est-ce que vous pensez que le Bhoutan, ce petit pays qui a moins d'1 million d'habitants, il est 21% de son PIB qui est en Bitcoin. Ils ont 13 000 Bitcoins, soit 800 millions de dollars. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Bhoutan, c'est le prochain Dubaï?
C'est assez intéressant déjà parce que ça valide l'idée que tu n'as pas besoin d'adopter Bitcoin entre guillemets pour trouver ton intérêt dans le mining. Pour situer un peu, le Bhoutan, c'est un tout petit pays qui est une monarchie théocratique qui est perché dans les montagnes, un peu comme le Népal. Donc ils ont pas mal de capacités hydro. C'est pas du tout un pays développé. Essentiellement, c'est des touristes et des temples, hein. C'est beaucoup de moines. Et en fait, c'est une famille royale depuis toujours. Et en gros, la dernière génération s'est retrouvée à faire ses études en Occident, etc. Et ils sont un peu connus parce qu'ils ont exporté un concept, enfin, ils ont inventé un concept qui s'appelle le bonheur national brut, qui avait inspiré d'ailleurs, pour l'anecdote, une commission qu'avait commandé Sarkozy avec Joseph Stiglitz et compagnie en 2012 ou 2010, enfin, après la crise des subprimes, histoire de dire en fait la finance c'est mal, regardez, nous on va bien penser. Et en gros, du coup, le job du roi, un peu dans l'équivalent de la Constitution, quoi, c'est de garantir le bonheur de la population. Et du coup, moi, je trouve ça assez intéressant parce que en gros, c'est une monarchie, hein, le mec, il fait un peu ce qu'il veut, mais c'est très spirituel et ils ont aucune exportation. En fait, ils ont aucune économie à part le tourisme. Je crois que les visas, c'est je sais pas combien de pourcents du PIB, quoi. Et en fait, du coup, bah, genre, sans rien dire à personne, sans aucune exposition, parce qu'ils en ont aucune à la base, ils ont acheté leurs petits ASIC, ils les ont branchés, et voilà, bah, comme tu disais, ça représente genre 20% de toute la richesse nationale créée chaque année, sachant qu'ils ne doivent pas faire ça depuis hyper longtemps non plus. Et donc, ouais, c'est hyper intéressant, je trouve, parce que c'est un pays qui, sans se dénaturer, se transformer et ne plus être cette espèce de temple à ciel ouvert, aurait difficilement pu choper autant de ressources financières aussi facilement, quoi. D'ailleurs, ils ont commencé en 2019. Donc les mecs, d'après moi, ils ont hold la plupart des bitcoins. Donc on est vraiment face à un pays qui est un peu comme le El Salvador, qui a compris Bitcoin, qui a envie d'après moi, d'en accumuler le plus possible. Et c'est fou parce qu'on a beaucoup parlé du El Salvador, mais le Bhoutan, en fait, ils avancent en silence. Et ça nous permettrait même aussi de spéculer et de se dire, il y a sûrement d'autres États qui font la même chose. On parlait avec Marius de l'Iran, par exemple, qui a saisi énormément de machines pour miner et qui a plus ou moins interdit, puis qui est revenu sur ses paroles. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'États qui ont saisi des miners qui produisent de l'électricité et qui ont plus ou moins un intérêt géostratégique à stacker du Bitcoin. Donc, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il y ait d'autres États qui le fassent ou je suis en train de délirer? Non, non, je suis même certain que d'autres États vont le faire, mais tu vois, le El Salvador, justement, il y a quand même un pseudo-régime parlementaire. Et là, on n'en a pas entendu parler, le Bhoutan, justement, parce que, enfin, selon toutes les définitions occidentales, c'est une dictature, tu vois. C'est juste que c'est une dictature bouddhiste éclairée, quoi. Enfin, donc, bon, enfin, il n'y a pas vraiment de violence. Enfin, c'est vraiment, c'est bizarre comme pays, quoi. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'au même titre que tu vois, les outcasts ont adopté Bitcoin plus rapidement, que ce soit les dealers de drogue, les cypherpunks, les sex workers et j'en passe. Sur l'échiquier international, c'est les monarchies, les soi-disant États voyous comme l'Iran, la Russie, etc. En général, des pays autoritaires où cette décision peut être prise unilatéralement et où effectivement il y a des surplus énergétiques et donc tu n'as pas besoin de poser des questions, tu vas brancher tes miners et t'as pas besoin d'en faire toute une pub et de faire justement comme a fait le El Salvador, de faire la Bitcoin City et tout le bordel. Et donc, on va avoir de toute manière, je pense, beaucoup de coming out de pays de ce type-là dans les années à venir, quoi. Mais je pense qu'il y en a d'autres qu'on connaît déjà. Il y a un pays des Émirats, donc je ne sais plus lequel, qui a déjà du mining d'État, en fait. Ouais, c'est Oman, je crois, non? Ouais, voilà, je crois que c'est Oman. Ouais, pareil, c'est ce qu'on définirait comme un pays un peu autocratique, quoi. C'est quand même intéressant parce que je vais pas me faire l'apologie de la dictature, mais on voit quand même que quand on a un système de prise de décision qui est un petit peu pyramidal, on voit que la prise de décision est plus rapide, elle est souvent mieux pensée et surtout elle est pensée sur un plus long terme, dans le sens où nous, nos politiciens, leur objectif c'est de sauver leurs fesses sur un quinquennat. Là, on faisait le compte rendu de Monsieur le Maire,
ministre de l'économie qui est parti, mais en fait, eux, leur objectif, c'est d'avoir un bon bilan quand ils partent. Bon, ils arrivent même pas à le faire, hein. Et donc, on est sur des horizons à 3-4 ans, mais ces mecs-là, comme dans les Émirats, hein, si Dubaï, ça fonctionne bien, c'est que c'est une dictature et que les mecs, ils ont une vision sur 40, 50, 60 ans, voire plus, quoi. Ou la Chine. C'est clair La que les Chine, pays c'est pareil, autocratiques, c'est clair que les pays autocratiques, c'est plus efficace, sauf que tu es content quand c'est plus efficace et qu'il s'agit de prendre des bonnes décisions, mais il faut pas oublier que c'est aussi plus efficace quand il s'agit de te foutre dans un goulag, quoi. Ça, c'est sûr. Aussi, ouais. Ok, sur ces belles paroles, est-ce qu'on a des gens dans l'audience qui veulent prendre la parole pour poser des questions par rapport au sujet qu'on a eu, ou bien apporter un petit point de vue par rapport à des sujets un petit peu annexes? N'hésitez pas à nous faire signe. Je sais pas s'il est là, Marius. Il a partagé un article, j'ai pas eu le temps de le lire, qui parlait de BlackRock. Comme quoi ils imposaient a priori un délai de retrait de 12 heures maximum à leurs prestataires. Ouais, j'ai vu ça passer aussi aujourd'hui. C'est la modification dont je parlais tout à l'heure, effectivement, qu'ils ont demandé suite au bruit. Là. Ça date de 3-4 jours, il me semble. Si Marius a envie de monter pour nous en parler, il peut s'y va. Ah, on a enfin réussi à avoir David Saintonge, qu'on avait malheureusement oublié lors de notre dernier space. Comment ça va, David? Hey, ça va super. Merci GG. Donc, est-ce que c'est le moment où je pose ma question, messieurs, c'est ça? Bien sûr. Excellent. Ma question, c'est pour Théo. Au début, tu parlais de la stratégie de M. Saylor par rapport à ces bons qu'il vend qui sont convertibles à la fin en actions. Je trouve ça intriguant. Qu'est-ce qui se passe à la fin quand on convertit tous les gens qui veulent prendre ce privilège de convertir avec le bonus dont tu parlais? Est-ce que c'est des nouvelles actions? Est-ce qu'ils sont obligés de prendre des actions qui existent déjà? Et si c'est de nouvelles actions, ça doit évidemment diluer le total. Donc, c'est cette précision-là que j'aimerais avoir. Si tu connais la réponse, merci. Ouais, en gros, c'est des nouvelles actions. C'est un peu plus complexe que ça, mais tout en pratique, c'est comme ça. Et en gros, on va dire qu'elles sont souscrites à l'avance. Et du coup, si tu lis, par exemple, les documents qu'ils publient, dont je parlais tout à l'heure, à chaque fois qu'ils font des acquisitions comme ça à destination des investisseurs, dans leur idée là, de Bitcoin Yield, l'indicateur dont je parlais, qui leur permet quelque part d'exprimer le premium qu'ils obtiennent au-delà de la valeur financière de leur balance sheet, ils indiquent justement dans le calcul qu'ils prennent en compte toutes les actions qui seront émises en cas de conversion totale de leur note. Donc en fait, ils sont déjà en train de calculer de manière totalement diluée, et ce que peut faire du coup n'importe quel analyste dans le monde, combien l'action vaut, même si tout le monde récupère des actions avec ses obligations convertibles. Désolé, hein, je sais que c'est tarabiscoté, mais c'est un peu le problème de ces fiat games. Et du coup, en fait, le point, c'est de dire que oui, ça dilue l'action, mais c'est anticipable parce que tu sais que les gens les achètent pour ça et que, en fait, même si tu pars du principe que c'est déjà que des actions émises, ils ont déjà plus de Bitcoin qu'il n'en faut pour justifier le prix. OK, merci, c'est clair. Donc, en gros, quand ils émettent des bons, c'est un peu comme s'ils émettaient des actions en parallèle qui sont fantômes jusqu'à temps que les gens prennent le privilège de le faire, puis c'est tout compté dans les calculs que ces financiers-là font. Là. Donc, OK, je comprends. Merci beaucoup, Théo. En fait, c'est ça, et ça a deux avantages. Parce que, un, ça permet d'éviter de dire, quand on devra rembourser le principal, on va vendre des bitcoins. Parce qu'il peut juste diluer en fait l'equity à la place et filer des actions aux mecs qui ont les bons, parce que sinon il devrait vendre des bitcoins pour rembourser le principal, parce que MicroStrategy n'a absolument pas les revenus qui lui permettraient de payer cette dette avec son activité de base. Hein, c'est pas du tout une boîte qui est très très lucrative. Et l'autre avantage que ça a, si tu veux, c'est... j'ai complètement oublié ce que je voulais dire, donc ça me reviendra. Bref. Parfait, merci Théo, ça répond à ma question. Merci. Tant que tu es là, David, est-ce que tu peux... donc du coup, tu seras speaker à la conférence Be Only, qui a lieu en fin novembre. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton talk, ou ça reste secret encore?
Oui, je peux en parler tout à fait. En fait, j'aimerais faire je vais faire l'unification des théories de la monnaie dette et de la monnaie marchandise. Un peu comme Lynn Alden le fait dans son livre, ceux qui ont lu Broken Money. Mais moi, j'ai une interprétation un peu différente. Ça se base surtout sur la prime monétaire. Donc, c'est ça que je vais l'écrire. Puis, en fait, je vais essayer de trouver des perles là, que moi et les copains malins, on discute souvent avec deux mecs là, qui sont fans de la monnaie dette sur X. On a des longues discussions interminables depuis presque des années maintenant. Et donc, j'essaie de faire aussi trouver les perles là, de la vision de ces gens-là. Puis, je vais aussi essayer de mettre quelques arguments des gold bugs, ceux qui pensent que la monnaie, c'est nécessairement de l'or et que ça ne peut pas être autre chose. Si c'est autre chose, c'est du crédit. Donc, en fait, je vais parler de ces théories monétaires-là puis un peu présenter l'histoire là, de la monnaie à travers ça. Donc, je pense que ça va être assez intéressant. Super. Oui. Et cette fois, par contre, essaye quand tu passes la frontière pour venir en France de pas arriver avec une valise remplie de billets vénézuéliens parce que j'ai peur sinon qu'ils te mettent en tôle cette fois. Je prends le risque à chaque fois. Je vais évidemment encore amener des billets, inquiétez-vous pas, et ils vont m'accompagner. C'est ma marque de commerce, donc tout le monde aura son billet du Venezuela. Donc, venez en grand nombre, c'est magnifique à Annecy, dans les Alpes. Je vous le recommande. J'ai adoré la première édition et la deuxième édition sera tout aussi grandiose. Théo, tu étais là, tu le sais. Ouais, non, c'était top. Je vous encourage à venir. Et effectivement, Annecy, c'est magnifique. Confirmé par un Français, parce que bon, on ne fait pas trop confiance, vous, au Canada, vu comment ils construisent vos villes et tout. Dès que vous trouvez une bicoque qui a plus de 200 ans, tout est magnifique. Donc, C'est vrai. Oui, mais il reste qu'on est quand même capable d'apprécier les charmes de l'Europe. Il n'y a pas de doute. C'est beau. D'ailleurs, dans l'actualité, on a un fork de Samouraï. Il y a Samouraï qui a été forké. Ça s'appelle ashigaru.rs, si jamais vous voulez vous intéresser un petit peu à ces outils de privacy. Je pense pas qu'il y ait Whirlpool, mais il y a tous les outils de CoinJoin qui sont disponibles. Donc, petit shout-out à la personne qui a pris le risque de reboot ce service-là, parce que en sachant les risques qui sont encourus, chapeau bas, quoi. Ouais, et puis il y a Samouraï, mais ce serait cool aussi que quelqu'un prenne sur lui de relancer OXT, parce que pas mal de personnes se servaient pas forcément de Samouraï pour mixer et compagnie, mais OXT c'était une base de données qui permettait de savoir d'où venaient les coins, si c'était des exchanges, si ça avait été mixé ou autre, et c'était accessible à n'importe quel individu. Et franchement, maintenant que c'est plus là, à une personne lambda qui n'a pas accès à des logiciels d'analyse de chaîne, il est un petit peu perdu, et quand on lui envoie des bitcoins, il n'a pas moyen de vérifier. Et un outil comme OXT, franchement, c'est indispensable. Donc j'espère que ça va revenir aussi assez vite. Ouais, et c'est ce que nous disait Laurent, donc qui était un peu derrière OXT. Le problème, c'est que lui, il est un peu, il est pas très motivé, je pense, pour relancer ce projet-là, surtout quand ça avait été racheté par Samouraï. Donc techniquement, il peut pas trop bouger là-dessus, quoi. On a des personnes qui sont montées dans le space, je sais pas dans quel ordre, donc on va peut-être attaquer en premier par BTC Touchpoint, si t'as une petite question, un point de vue. Ouais, salut GG. Vous m'entendez bien là? Ouais, on t'entend nickel. Ouais, c'est cool. Bon, ça fait plaisir de vous entendre. Et puis, c'est un sujet, les sujets de soir m'ont intéressé, en particulier le petit débat qu'il y a eu entre Saylor et Saifedean, que je recommande. Là, je crois que je vais le copier sur le flux, à moins que ce soit déjà fait. Mais parce que c'est pas tous les jours qu'on a un vrai débat. En fait, on a souvent des interviews, des entretiens hyper lissés. Et c'est vrai que Saylor, on le laisse souvent raconter développer ses monologues avec la facilité qu'on lui connaît, sans trop l'interrompre ou le contredire.
Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on a un Saifedean qui est comme il est, c'est-à-dire combatif, qui tient ses positions, qui débat. Et on ressent assez vite, c'est une interview qui démarre un petit peu lentement, mais on sent assez vite une nervosité à laquelle on n'est vraiment pas habitué. Et du coup, c'est intéressant. Alors c'est vrai que moi, il y a toute la partie technique là que Théo, tu as essayé d'éclaircir, mais là c'est pareil, j'avais pas le cerveau suffisamment branché pour piger. Donc j'écouterai le replay de cette émission là pour une ou deux fois pour essayer de piger quelque chose. Mais ce que j'ai retenu, c'est que a priori, ils ont une vision assez commune, quoi. Ils partagent la même vision d'une hyper-bitcoinisation, mais il y a une insistance de la part de Saylor à promouvoir un narratif aussi policé que possible, aussi. Il parle tout le temps voilà, d'un processus gracious, tu vois, dans la grâce, quoi, dans la douceur. Un peu comme si c'était il parle de rationality mind virus, tu vois, le Bitcoin introduit une rationalité financière, économique dans la société, et tout ça, il imagine, il espère que ça peut se produire de manière très progressive, alors que Saifedean imagine que ce sera plutôt quelque chose de plus chaotique, peut-être plus dans l'esprit gradually then suddenly. Est-ce que certains d'entre vous peuvent confirmer qu'on peut réduire que leurs visions sont partagées et qu'elles se différencient principalement là-dessus? Est-ce que c'est juste un narratif que Saylor porte pour son rôle, quoi, compte tenu de sa position, de l'envergure de ses actions, par rapport aussi pour éviter d'être en porte-à-faux avec le pouvoir politique, voilà. Ou voilà, comment vous voyez cette divergence en termes de processus plus ou moins soudains ou progressifs qui sont proposés par l'un et l'autre? Bah, honnêtement, on peut le présenter un peu comme ça. Après, en fait, ils ont rejoué un débat qui existe depuis assez longtemps dans les milieux libertariens, free banking, économie autrichienne, et qu'on voit pas souvent effectivement dans Bitcoin. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi que c'était intéressant d'avoir un vrai débat où tu as deux personnes qui sont fondamentalement pas d'accord, mais qui ont le respect mutuel qui leur permet d'échanger des idées sans se balancer des noms d'oiseaux à la gueule. Et en gros, dans les milieux libertariens ou d'économie libérale au sens large, on va dire, il y a un spectre de positions différentes entre les gens qui, à une extrémité, considèrent que en fait, toute forme de réutilisation d'un avoir qui a été mis en dépôt, c'est une violation d'un droit de propriété, et donc toute forme de réserve fractionnaire est moralement indéfendable. Et d'un autre côté, des gens qui vont dire, par exemple, bah, Bitcoin, c'est bien parce que la masse monétaire est finie. Par contre, après, les institutions financières, elles peuvent faire un peu ce qu'elles veulent. Et on va dire que Saylor est d'un côté du spectre, Saifedean est pas mal de l'autre côté, même s'il n'est pas complètement à l'extrémité. Et en fait, c'est des débats qu'on n'avait pas trop dans Bitcoin avant parce qu'on était suffisamment petit pour que la fenêtre d'Overton soit déjà pas sur nous. Donc, on n'allait pas finalement s'embêter avec ce genre de désaccord. Mais des gens comme par exemple, je sais pas, Celgene ou des théoriciens du free banking, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas trop Bitcoin. On va dire parce qu'ils ont une autre vision du crédit surtout. Et effectivement, c'est intéressant d'avoir ces débats-là. Après, entre guillemets, nous, derrière tout ça, on les a depuis longtemps. Et c'est vrai que il y a une vraie question de savoir, il y a toute une frange, on va dire, d'économistes autrichiens ou de libéraux, encore une fois, au sens large, qui considèrent qu'on peut avoir une économie moderne sans crédit. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est logiquement pas possible, mais c'est un débat qui dure depuis 30 ans et qui ne s'est pas forcément résolu là, mais chacun a bien représenté un peu les points de désaccord qui existent à cet égard-là. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant à regarder comme échange. Ouais, donc c'est ça le rapprochement que tu faisais avec la conversation récente entre Farrington et McCormack, où Farrington justement défend la vision de banques autorisées à faire des réserves fractionnaires
dans la mesure où elles font leur propre calcul de risque, et puis si elles se plantent, elles sont plantées, quoi. Elles sont pas sauvées, quoi. C'est ça. C'est pas tellement que c'est autorisé, c'est juste de dire, genre, en gros, si on regarde par exemple ce qui s'est passé dans le passé et qu'il n'y a pas de monnaie à cours légale, qu'il n'y a pas vraiment de loi bancaire et tout, et qu'on fout la paix au système bancaire, il y a eu quelques instances de ça, justement, qui sont expliquées par Larry White et Selgin dans leur bouquin au Canada et en Écosse au XVIIe siècle, au Canada, je crois que c'était au XVIIIe ou au XIXe, et où effectivement, ce qu'ont observé les historiens de la finance, c'est que il y avait assez peu de leviers et il y avait quand même des bank runs, de faillites de temps en temps et tout, mais le système dans son ensemble était plutôt stable et qu'en fait, par définition, une institution financière de ce type-là va faire de la réserve fractionnaire parce que c'est comme ça qu'elle gagne des économies d'échelle et qu'elle optimise l'utilisation de son capital. Donc c'est un peu inutile d'essayer de se battre contre ça parce qu'en fait, dès lors que tu as un balance sheet privé suffisamment gros, tu peux le faire. Parce qu'il y a des gens qui vont accepter ton crédit à face value. Et donc, tu ne pourras jamais vraiment l'empêcher. Donc, le criminaliser, ce n'est pas forcément utile. Par contre, la question, c'est de savoir est-ce que ça crée des conséquences non désirables et du coup, ouais, moi, j'aurais tendance à être d'accord avec Alan Farrington là-dessus, sur le fait que je ne pense pas que ce soit trop le cas. Parce que tu n'as pas le temps de vraiment gonfler un cycle qui va mener à des mésallocations de capital telles qu'on les connaît aujourd'hui, quoi. Ok, bah c'est top, merci. Ok, du coup, ensuite, on avait Joss Finance, ensuite, on aura JB Perrier et on conclura avec Xav 999. GG, si tu me permets, à la fin, rapidement, si vous voulez, je peux vous faire un petit topo 5 minutes sur le Gamma, le BTX Gamma. Je suis le premier au monde à en avoir eu un qui fonctionnait. Fait que à la fin, je peux vous mentionner ça si vous voulez. Allez, let's go, on conclura là-dessus. Bon, salut à tous. Salut David, j'espère que tu vas bien, cher compatriote. Alors, Théo, simplement pour revenir là, sur le segment Seller. Donc, j'aimerais savoir si, en fait, un scénario existe où la stratégie de Seller qui consiste à acheter du Bitcoin sans cesse pourrait totalement imploser et quelles seraient les conséquences psychologiques sur le marché de Bitcoin d'une telle implosion. Désolé, je suis un peu soufflé, là, je suis sur mon vélo stationnaire. Ouais, salut Joss. Écoute, en fait, ça dépend de comment il structure la stratégie à l'avenir. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a pas mal d'instruments différents qu'il utilise. Et typiquement, par exemple, en 2022, je crois, il avait pris un prêt auprès de Silverbank, justement, qui était collatéralisé par du Bitcoin. Et donc là, il sortait de ce que je disais, c'est-à-dire qu'on collatéralise autre chose, comme par exemple, on prend un prêt hypothécaire sur une maison pour acheter du Bitcoin, et du coup, on n'a pas de prix de liquidation. Et donc, le seul truc qui compte, finalement, c'est qu'à la maturité du prêt, soit on soit capable de se refinancer, soit Bitcoin soit au-dessus, et donc du coup le collatéral va l'actif qu'on a acheté puisse nous permettre de rembourser le prêt plus de garder des bénéfices. Et en fait, ça c'est la stratégie qu'il a, et je pense qu'elle est très différente du leveraging qu'on voit dans le marché crypto, parce que tu n'as pas de liquidation entre guillemets, et que ça change beaucoup de choses. Et par contre, quand il a fait ça, en fait, il avait, je crois, apporté 200 millions en Bitcoin en collatéral ou quelque chose comme ça à Silverbank. Et il avait quand même du coup un prix de liquidation, mais qui était un truc genre $3000 ou quelque chose comme ça. Donc ça paraît oui, très peu risqué. Maintenant, faut pas qu'il utilise ce genre de stratégie trop à l'avenir parce que tu peux vite tomber dans le piège d'essayer de deviner qu'est-ce qui est risqué et ce qui n'est pas risqué. Et par définition, le futur est inconnaissable, donc on ne peut pas trop savoir si ça va passer ou pas, quoi. Mais en tout cas, tant qu'il continue à utiliser plutôt l'equity de sa boîte pour prendre de la dette, je pense que il y a peu de problèmes potentiels qu'il peut avoir, si ce n'est ce dont on parlait tout à l'heure quand on parlait des ETF, c'est-à-dire la custody de ses bitcoins, parce que je pense pas que, je suis même quasiment sûr que MicroStrategy ne fait pas sa propre custody. Et donc, il y a peut-être aussi des problèmes, des risques entre guillemets, qui sont pas forcément évidents à analyser vis-à-vis de ça, quoi. Et ah oui, tu me demandais aussi qu'est-ce que ça ferait s'il y avait un problème sur une faillite de Saylor ou une liquidation forcée de Saylor. Bah ouais, ça ferait dump le marché de manière assez violente. Après, c'est comme toutes les liquidations forcées, quoi. C'est-à-dire que ça traumatise un peu les gens qui se font liquider aussi avec quand ça arrive. Maintenant, ça n'a pas forcément de conséquences très graves à long terme. Merci.
Ok, du coup, on a JB Perrier également. Ouais, bonjour. Je voulais juste dire bonjour à l'équipe de Bull Bitcoin FR et, et vous féliciter en fait pour le lancement de Bull Bitcoin en France / Europe. Donc en fait, moi, je suis avec Bitcoin Mentor, donc je pense que vous le savez, enfin peut-être que dans l'audience, ils ne le savent pas, mais Bitcoin Mentor a fait un partenariat avec Bull Bitcoin pour offrir du support aux clients de Bull Bitcoin via bitcoinsupport.com. Donc, étant donné que moi, je suis on va dire le francophone de l'équipe, je pense que nos chemins se croiseront dans un futur proche. Mais voilà, je voulais juste vous dire bonjour et vous féliciter sur le lancement. Ok, super, d'accord. Oui, tu es avec Bitcoin Mentor, DAC. Et tu habites en France ou tu es à Non, l'étranger? moi, j'habite aux États-Unis. Ok, Mais voilà, je suis, on va dire, le seul francophone de l'équipe. Donc, j'aide les clients canadiens qui parlent français et puis, bon, maintenant, on va dire les Français. alors pour contextualiser, Bitcoin Mentor, ça a été lancé par BTC Session, C'est ça. le youtubeur anglo-saxon canadien, et donc du coup c'est pour permettre aux gens qui veulent un petit peu soit apprendre à self-custody, soit un petit peu être rassurés sur leur process de self-custody et avoir des conseils en one-to-one avec un expert, de pouvoir avoir un mentor et un référent qui vont les conseiller dans leur choix, quoi. Et si vous êtes dans Space, ça paraît pas forcément hyper utile, mais on se rend pas compte aussi de la quantité de bitcoiners qu'il y a qui en fait sont convaincus par la thèse de Bitcoin, etc., mais qui sont pas forcément très, très, on va dire, aguerris technologiquement. Et c'est vrai que le fait d'avoir un contact one-to-one comme ça, ça crée quand même une tranquillité d'esprit sur ce qu'on fait qui est assez bienvenue. Et donc, du coup, Bien sûr. n'hésitez pas à envoyer votre famille bitcoiner, mes boomers et tout ce qui s'y rapporte chez Bull Bitcoin, puisqu'on peut compter sur JB, Jimmy et plein d'autres gens pour les accompagner directement comme ça. Ouais, c'est Bruce Fenton d'ailleurs qui parlait de ça. Lui, il essayait un petit peu d'orange peel des boomers millionnaires aux États-Unis en self-custody, et il en était arrivé au point où il disait, en fait, c'est pas possible parce que la plupart des gens, quand tu vas les voir et que tu leur dis que si tu veux avoir 2 millions en Bitcoin, il va falloir que tu t'écrives des mots sur une plaque en fer et que tu les mettes dans ton garage, et ça les faisait flipper. Et c'est vrai que ça peut être rebutant pour certaines personnes, même si, bon, forcément, il y a des solutions qui peuvent être un petit peu plus adaptées, comme des multisigs, mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui te guide un petit peu, parce que c'est vrai que surtout quand tu fais tes premières TX sur Bitcoin, ça peut être un peu flippant, on va dire. Ok. Du coup, ensuite, on a Xav999. N'hésite pas à monter si tu veux. Ouais, salut à tous. Vous m'entendez là? Ouais, très bien. Yes. Ouais, ça me fait super plaisir de pouvoir parler de Sailor en français là. Moi, je suis un grand fan. Moi, j'ai trouvé que je l'ai trouvé plus convaincant que Savedin. C'est vrai que c'était très étonnant de le voir énervé. C'est la première fois que j'ai vu ça. Et alors, il y a toute une partie aussi dont on n'a pas parlé, mais où Savedin a joué avec le modèle Excel de prédiction de prix du Bitcoin là, qu'a fait Sailor. Et où c'était pas très convaincant, moi j'ai trouvé, j'ai même pas tellement compris ce que faisait Savedin avec le modèle, là, et c'était assez curieux. Et puis, je suis vraiment d'accord avec ce qui a été dit, je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon de Savedin qui est quand même un peu bitcoiner maximaliste, mais un peu agressif et un peu tout va s'effondrer, tout va être remplacé de manière un peu violente. Et puis Sailor, lui, sans doute par stratégie, effectivement, essaye plutôt d'y aller de manière douce en disant ça va être adopté progressivement par le système actuel. Et après, ces arguments sur le fait de dire, dans toute l'histoire, il y a toujours eu du crédit, même avant le système fiat, en fait. Donc, il y avait sans doute déjà des crédits quand la monnaie c'était de l'or physique. Donc, pourquoi il y en aurait plus avec le Bitcoin?
Et après, il dit, ouais, s'il y a du crédit, s'il y a encore du crédit, c'est quand même mieux d'avoir une banque qui le fait que du crédit peer-to-peer. Donc moi, j'ai trouvé ça assez convaincant et voilà. Donc puis finalement, c'est pas non plus désagréable de penser que il peut y avoir un peu de continuité et que tout va pas se faire avec un effondrement total qui sera bien pour Bitcoin, mais peut-être pas super non plus pour tout le monde, quoi. Voilà. Ben, merci pour ton intervention. Après, juste pour revenir sur un truc, sur la manière dont on imagine l'effondrement, c'est pas parce que tu as toujours des institutions de crédit que le bilan des institutions de crédit over-leveragées qu'on a aujourd'hui va pas imploser et créer des effondrements énormes, hein. Saylor, je pense comme l'a bien dit Jacques tout à l'heure quand il a intervenu, il a tendance à montrer Bitcoin comme étant un truc gentil et bien pour les États-Unis parce qu'il fait du lobbying et qu'il a compris quels sont les messages qui vont marcher par rapport à d'autres. Mais je pense qu'il comprend suffisamment bien ces sujets pour comprendre que la plupart des grosses banques systémiques qu'on connaît aujourd'hui, si les scénarios qu'on décrit se déroulent, elles vont avoir des problèmes quoi qu'il arrive. Ok, merci pour cette intervention. On a notre science nationale qui est montée sur scène. Je t'en prie, le mic est à toi. Salut. Salut Science. Merci pour me faire monter. Salut GG, salut Gilles, salut Salut tout le monde. Science. Salut Théo, Jimmy. Moi, je voulais revenir sur un petit truc. Théo, tu avais l'air d'avoir un très mauvais a priori de tout ce qui est lending ou plutôt des loans, des crédits backés par du Bitcoin. Alors, j'ai cru comprendre que c'était parce que tu disais qu'il faut abandonner la custodie de ces fonds, hein, ce que je peux comprendre. Mais j'ai pu voir, je ne sais pas si tu suis l'actualité de ce côté-là, qu'il y avait au moins 2 boîtes qui développaient du loan Bitcoin backed. Ouais, Firefish et Lava. Non, pas Firefish, il y a Lava et il y a Lendasat. Donc on utilise plutôt du DLC que de l'escroc. Donc c'est pas vraiment abandonner la custodie de ces fonds. Mais voilà, quel est ton sentiment plus général par rapport à l'utilisation de ce genre de service par les particuliers, vu qu'on ne peut pas faire comme Saylor? Non, mais après, moi, j'ai pas d'a priori par rapport à ça ou autre, hein. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que justement, Saylor, c'est pas ça qu'il fait. En fait, et c'est pas une question de transférer la custodie, c'est qu'à partir du moment où tu prends du levier en mettant du Bitcoin en collatéral, le truc que tu longues et le collatéral que tu as déposé, ils sont corrélés un pour un, ils sont corrélés parfaitement l'un à l'autre. Et donc, en fait, tu te retrouves dans la situation où si ça va mal pour ta position, ça va mal pour ton collatéral. Et donc, tu te retrouves dans une spirale de liquidation où tu peux ne plus rien avoir, tu vois. Alors que si effectivement tu as une conviction un peu long terme sur Bitcoin, comme c'est le cas de Saylor, ce qui est intelligent de faire, c'est d'utiliser d'autres actifs que tu as par ailleurs pour obtenir du crédit de manière à pouvoir acheter plus de Bitcoin. Et ça, c'est complètement différent parce que ta baraque, par exemple, ou ton entreprise, enfin, si l'entreprise de Sailor, c'est pas le meilleur exemple, mais tu m'auras compris, elle n'est pas mark-to-market à chaque seconde comme sur un exchange de dérivatives, ce qui fait que suffit que le prix passe pendant une semaine en dessous de ton prix de liquidation, et bah, tu n'as plus rien, tu vois. Genre, en soi, Sailor, la manière dont il a structuré sa dette fait que il en a rien à foutre du prix de Bitcoin sur les 6 prochains mois. Et il en a absolument rien à foutre. Tout ce qui compte, c'est que genre, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, quand les dettes qu'il a émises vont expirer, il faut que effectivement le prix soit plus haut qu'au moment où il les a contractés, en gros. Et c'est un pari beaucoup plus safe que de dire je vais aller sur Deribit, je ne sais pas quel autre exchange dérivé, et je vais mettre du Bitcoin en collatéral. Et peu importe le prix auquel il est dans 5 ans, il faut qu'il reste au-dessus de tel prix pour les 5 prochaines années pour que je puisse réaliser mon pari correctement. Et ce n'est pas du tout la même structuration du risque. Donc en fait, tout ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est beaucoup plus smart ce qui fait que ce que font les leverage traders dans le milieu crypto. Après, comme tu l'as bien dit, tout le monde n'a pas la capacité de faire ça parce que tu n'as pas accès, tu peux pas émettre de la dette au nom de Science Géniale, malheureusement. Mais par contre, tu peux t'inspirer de ces mécanismes, par exemple, dans certains pays dans lesquels tu peux prendre des crédits hypothécaires sur des biens immobiliers que tu as déjà, c'est beaucoup plus malin de faire ça pour acheter des bitcoins que de collatéraliser des bitcoins existants pour en acheter plus. Ok, donc c'est plutôt c'est du crédit lombard, c'est ça dont tu parles?
Bah, le crédit lombard, c'est comme ça qu'on appelle ça quand tu fais ça avec des actions, un portefeuille d'actions. Ok. Mais c'est un peu le même principe. Tu vois, si par exemple, je sais pas, tu as des actions Total et Air Liquide et que ton broker il te permet d'emprunter contre ça, bah, c'est mieux d'acheter du Bitcoin avec ça que de collatéraliser du Bitcoin parce que c'est moins corrélé à Bitcoin que Bitcoin lui-même, quoi. Ok, entendu. Bah, merci, top. Vous parliez tout à l'heure de DLC. Est-ce que vous pouviez en dire un peu plus là-dessus pour expliquer pour les gens qui connaissent pas peut-être? Ouais, en gros, un DLC, c'est une abréviation pour un terme un peu barbare qui est Discrete Log Contract. Et en fait, pour faire simple, c'est une construction dans Bitcoin qui permet de créer une sorte d'arrangement qui ressemble à un smart contract, mais qui n'en a pas forcément exactement les caractéristiques, et qui, pour le dire simple, permet à deux personnes de placer un pari sur un événement futur qui peut porter sur un événement extérieur à la blockchain Bitcoin, etc., dans lequel il y a un set de compromis, parce que vous avez quand même besoin d'un oracle, etc., mais c'est quand même assez private, ça scale bien et tout. Je ne vais pas forcément trop revenir là-dessus, mais c'est des produits qui sont, enfin des techniques qui sont assez en vogue depuis, on va dire, 2-3 ans, et qui, en fait, entre guillemets, permettent de commencer à faire de la proto-DeFi sur Bitcoin, notamment à faire du lending, parce que vous pouvez, en fait, dans une certaine construction, déposer avec une partie qui va être un emprunteur si vous êtes un prêteur ou l'inverse, du Bitcoin dans un smart contract. L'autre personne va vous prêter du fiat ou prêter des stablecoins ou émettre de la dette ou faire un pari sous forme de futures sur Bitcoin. Et en fait, vous avez pas de besoin de faire confiance à l'autre partie parce que vous avez construit votre relation contractuelle en amont de telle sorte à ce que unilatéralement, vous pouvez pousser une transaction qui va faire que l'issue prédéfinie dans le contrat va pouvoir être appliquée unilatéralement par son gagnant et uniquement par le gagnant du contrat s'il a gagné. Oui, la question quand même pour des événements qui sont en dehors de la blockchain Bitcoin, c'est de savoir qui juge de l'événement en fait. Bah, L'oracle. c'est le rôle des oracles, mais en fait, après, tu peux mitiger le risque de l'oracle, par exemple, en ayant plusieurs, tu vois. Si, par exemple, c'est un oracle de prix, ben, je sais pas, tu mets 12 oracles et tu dis que en gros, c'est la moyenne de ces 12 oracles-là, ou tu vois, tu mets des règles s'il y a des écarts trop importants, enfin bref. Il y a moyen de mitiger le risque d'oracle en multipliant les oracles, tout simplement. Ouais, et ce qui est intéressant d'ailleurs par rapport à ça, c'est que c'est pas très compliqué d'avoir plein d'oracles pour ces trucs-là. Par contre, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en général, tu as une boîte qui développe un produit, que ce soit Ellen Market, que ce soit 1010 et tout. Donc, eux, à la base, ils vont fournir un oracle. Et en fait, du coup, les gens vont dire, bah ouais, mais il n'y a qu'un oracle, donc c'est hyper trusted comme setup. Genre, je dépends de votre oracle, entre guillemets. Et même s'ils en mettent une douzaine, mais que c'est eux qui les opèrent, bah, c'est comme s'il n'y en a qu'un, en termes d'un point de vue game theory. Et en fait, du coup, vu que ça paraît comme risqué, c'est difficile à scale, et donc on se retrouve plus difficilement dans la situation où il va y avoir pas mal de parties prenantes qui ont des intérêts divergents et où ils peuvent eux-mêmes créer des oracles de leur côté. Et donc, du coup, on a plein de sources qu'on peut choisir lorsqu'on fait le contrat, ce qui fait que là, il n'y a plus trop d'hypothèses de confiance à la base et ça marche bien, quoi. Donc, il y a une sorte de petit challenge d'œuf ou de la poule qu'ils auront à résoudre. Ok. Je crois que on était bon niveau questions. Je pense qu'on peut commencer à clôturer. Est-ce que David, tu aurais un petit mot pour la fin? Oui, c'est ça. Je viens de vous poster les statistiques là, du BTAX Gamma qui Alors attends, est-ce que tu peux expliquer brièvement aux gens qui connaissent pas forcément qu'est-ce que c'est que le BTAX, à quoi ça sert, quels sont les odds? Oui, tout à fait. Donc, le BTAX, c'est un modèle open source de mineurs pour la plèbe, là, qu'on appelle donc un mineur maison. Souvent, c'est pour faire du solo mining de loterie. Là. C'est un peu comme ça que c'est marketé parce que malheureusement, c'est pas rentable. Là. Ben, oui, c'est très rentable parce que les puces sont très efficaces, mais c'est pas rentable au niveau du retour sur l'investissement. Là. Comme moi, j'en ai 3, là, j'en ai un 4e qui s'en vient. Ça m'a coûté 600 $ et je fais 10 cents par jour là, ou 15 cents par jour. Donc, c'est pas ça va me prendre 10 ans avant de rentrer de faire mon retour sur l'investissement. Donc, c'est des gens qui l'utilisent, souvent, c'est pour essayer de miner un bloc. C'est arrivé, là, le bloc numéro 85 37 42, je crois.
c'est un mineur de Bitax. C'est quelqu'un qui avait quelques Bitax qui a miné un bloc. Donc, imaginez, il y a eu la récompense de bloc au complet. Donc, c'est une plateforme open source. Donc, il y a plusieurs manufacturiers qui font des Bitax. Donc, c'est une petite board qui ressemble à un Raspberry Pi où il y a une puce de Bitmain dessus. Et donc, pourquoi je voulais parler du Gamma, c'est qu'il vient juste de sortir. Je crois que je suis littéralement le premier au monde à en avoir un qui fonctionnait pour la simple et bonne raison que je vis à 20 minutes en voiture de chez Decentral. C'est mes voisins. Ils sont à Laval, juste à côté de ma ville. Et je me rends sur place pour les acheter. Et à cause d'une mauvaise communication, je pensais que mon mineur était prêt. Mais en fait, il n'était pas prêt du tout. Mais comme j'étais sur place, ils ont pris le premier qu'ils ont fabriqué littéralement, puis ils me l'ont donné. Ils l'avaient pas testé, rien. Il allumait, il minait, mais il n'avait pas poussé les tests. Donc, je suis arrivé à la maison, puis il ne fonctionnait pas parce qu'il y avait un problème de Wi-Fi. En tout cas, il y avait avec le premier firmware, ça fonctionnait mal. Et donc, il a fallu que je le flash moi-même pour intégrer mes propres informations de Wi-Fi. En tout cas, j'ai réussi. Puis, j'ai réussi à le faire miner. Ça mine 1.2 TH par seconde et pour 18 watts. Et donc, ce que je voulais dire au début, c'est que c'est incroyable parce que j'ai le modèle en dessous, là, le Supra, qui est une puce de Bitmain S21. Donc, c'est très, très récent. Tout le monde est d'accord là-dessus. Puis le Supra, ça fait peut-être 0.7 TH. Tantôt, je me suis peut-être trompé. Je voulais dire 1.2 TH pour le Gamma. Puis le Supra, le modèle d'avant, c'est 0.7 TH, donc 700 GH. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est une puce de S21 Pro. Donc, on se dit, ça doit être à peu près pareil, mais un peu meilleur. Non, c'est ça, on passe de 700 GH à 1.2 TH. C'est énorme parce que si on prend les modèles d'avant, le max, le Bitax Max, c'était à peu près 450 GH. Après ça, le modèle d'après, c'était le Ultra, c'était à peu près 500. Le Supra, c'est 650, 700. Et là, on est tombé à 1200, donc 1.2 TH avec le Gamma. Donc, c'est une évolution fulgurante là, avec la puce de Bitmain. Et moi, je le mine pas en loterie. Je mine sur Brains. Puis, j'accumule les Satoshi. Là, j'ai ramassé 10 000 Satoshi, je crois, en quelques semaines. Avec toutes donc en gros, je te coupe, en gros, tu peux choisir entre soit rejoindre une pool de minage, et là, tu vas être plus ou moins payé de manière régulière sur la hashing power que tu amènes. C'est ça. Ou tu peux le faire en cavalier solitaire. Voilà. Et là, tu peux ne gagner rien, mais si tu gagnes, c'est le jackpot. C'est ça, exactement. Moi, j'ai choisi de ramasser les Satoshi parce que j'ai de l'expérience dans le minage. Puis ce que je minais qui faisait 10 cents par jour en 2018, aujourd'hui, ça vaut plusieurs dollars. Donc, j'ai l'impression que ça va peut-être faire pareil. Donc, mon 6 $ que j'ai ramassé depuis quelques semaines, il va peut-être valoir 600 $ un jour. Donc, j'exagère, mais peut-être facilement 60 $ d'ici quelques années. Donc, je trouve que ça va être rentable. Et je trouve ça intéressant. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Le Bitax Gamma, c'est vraiment un modèle super intéressant. Ça mine plusieurs Satoshi par jour. C'est rentable. Même en Europe, je pense que la piste est tellement efficiente que c'est rentable au niveau de l'énergie, mais pas vraiment au niveau du retour sur l'investissement. Et je conclurai en disant qu'en plus, c'est le fun l'hiver parce que ça chauffe. Donc, moi, je vais chauffer mon sous-sol avec ces petits mineurs-là. Puis, c'est aussi un peu sur l'aspect philosophique de se dire, j'apporte ma pierre à l'édifice et je participe à miner et à sécuriser le réseau Bitcoin. J'imagine d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, Bitax, il y a Silex qui est dans le space, qui lui est revendeur, je crois, de Bitax. Et le bazar, le Bitcoin Bazar, donc qui est dans Paris 18, ils ont des Bitax qui tournent dans la boutique. Et alors eux, je sais pas s'ils ont les derniers Bitax, mais en tout cas, ils ont un Bitax où la chance de miner un bloc est à peu près de 1 sur 1 milliard toutes les 10 minutes. Ce qui paraît vraiment négligeable, mais c'est quand même plus de chances que de gagner à l'euro-million, même si les sommes sont beaucoup plus élevées à l'euro-million. Et on s'amusait à faire le calcul l'autre jour. En gros, si tu mines avec le Bitax qu'ils ont, tu auras une chance sur 19 000 de miner un bloc par an. Donc, en gros, si tu veux être sûr de miner un bloc, en moyenne, il te faudra 19 000 ans.
Donc voilà, Euh, pour ceux qui 19 sont 000, ou alors, 19 000 Betax. Juste un truc, je vais interrompre ça parce que mes oreilles saignent. Mathématiquement, tout ce que vous venez d'entendre est absolument complètement faux. Ah putain, merci N'essayez jamais Théo, de faire merci ce genre de Théo, calcul. merci Même, Théo. J'étais avec GG ce week-end et il nous a genre, sorti ça. Et j'étais juste un- avec Lounès et j'étais en train de lui expliquer, mais GG, tu dis de la merde. C'est pas parce que ChatGPT a dit ça que c'est vrai. Enfin bref, merci Théo. On a mais oui, terminé quand même en disant que j'avais raison. Mais bon, bref. en Tu as gros, terminé en disant que t'avais raison, mais non, t'as pas raison. tu lis la dernière section du white paper. Et là, tu verras comment on calcule correctement quelle est la probabilité que dans un certain intervalle de blocs, tu puisses obtenir une collision favorable ou qu'en tout cas, tu puisses trouver une solution étant donné une difficulté donnée. Et en gros, il te faut une distribution de proba et tout. Tu peux pas juste genre regarder, tiens, toutes les 10 minutes, il se passe ça et on va multiplier les trucs et ça va donner le bon résultat. Je me suis basé sur ce qu'on m'a dit à la boutique, très, très humblement. Mais, Non, mais une chance sur 1 milliard, il est bon. C'est juste que si tu peux pas juste multiplier ça par le nombre de blocs par an et avoir le nombre de chances par an. Voilà, c'est tout ce que je te dis. D'accord, ok, Voilà. c'est sur mes calculs. Donc Exactement. du coup, ce serait une chance sur combien tous les ans du coup, en sachant qu'il y a 52 000 blocs pas sur 19 000. par an. Je te fais les calculs pour le prochain space, mais c'est difficile à faire à la main. Ok. Donc, Si tu me laisses conclure sur ça, GG, je dirais juste pour donner une comparaison aux auditeurs que pour la puissance, là, un S9, là, les vénérables mineurs S9 là, qui datent quoi les gars 2018-2019, les S9, c'est 14 TH. Donc, je parlais, le Betax Gamma, c'est 1.2. Donc, ça prend peut-être, disons, 10 gamma pour équivaloir à un S9. Mais la nuance, c'est que 1 gamma, ça prend 18 watts. Puis, un S9 pour miner à 14 TH, ça prend 1300 watts. Donc, c'est vraiment, vraiment pas le même niveau d'efficacité. C'est extrêmement performant parce que c'est les puces des derniers mineurs Bitmain. Donc, voilà, c'était mon petit reportage sur le fameux Betax Gamma qui est très intéressant, qui n'est pas beaucoup plus cher que les autres modèles, donc c'est très intéressant. Ceux qui veulent s'acheter un Betax, je vous recommande d'attendre que les Gamma soient disponibles et d'en acheter. Voilà. Ok, donc là, niveau puissance de calcul, on fait un fois combien par rapport aux derniers qui sont sortis? Ben, c'est presque le double. Je l'ai devant moi. Là, elle dit, on passe de 0,7 à 1,2. Ouais, puis même 0,6, je vous envoie je vais mettre le screenshot là, en dessous de mon dernier que j'ai mis dans la discussion. Là. C'est supposé d'être 700, le Supra, ben 650 peut-être le Supra, mais moi, il tourne plus autour de 600. Et il y a, c'est pas, je vais vous dire le nombre de watts, ce sera pas, je pense que j'ai pas pris le nombre de watts, je suis désolé, dans le screenshot, mais je vais vous le dire, c'est 13 watts. Donc, c'est 22 joules par TH pour le Supra et c'est 15 joules par TH pour le Gamma. Donc, extrêmement, extrêmement efficace. Voilà. Ok, super. Mais je pense qu'on peut clôturer sur ce sujet intéressant. Merci à tous d'avoir intervenu dans ce space. Et puis, on va essayer de continuer à vous faire des spaces de manière assez régulière. Je pense qu'on peut se dire qu'une fois toutes les 2 semaines en moyenne, on pourra organiser un space selon les sujets d'actualité, ce qui se passe dans l'écosystème. Hey, GG, je peux-tu vous proposer un sujet pour la semaine, pour le prochain? Théo, j'aimerais ça avoir plus d'infos sur ce que Nick Carter a sorti par rapport à Silvergate, là, que ça serait un peu un head job de l'administration américaine. On le savait un peu, mais ça a sorti dans un rapport que c'est vraiment les banques n'étaient pas vraiment en danger, puis que c'est des commandes du gouvernement qui les auraient forcés à liquider essentiellement. Donc, Nick Carter a fait un gros article là-dessus. Donc, j'aimerais avoir ton point de vue ou ton analyse sur ce qui s'est passé dans 2 semaines. Alors, si ça t'intéresse, moi, je serais très intéressé à savoir ton point de vue. Il n'a pas été cancel, Nick Carter? Enfin, bref. Ben, il y a Caitlin Long qui en a parlé aussi, donc si tu préfères. Ok, bah super, on retient. Et puis, de toute façon, on vous tiendra au courant très rapidement sur les prochains spaces et sur les prochains contenus. On a lancé notre chaîne YouTube d'ailleurs avec Bull Bitcoin France.
Donc n'hésitez pas à aller, je l'ai mise en bio sur le compte, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et à vous abonner. Il y a du contenu qui va arriver très prochainement encore. Et d'ailleurs, si vous avez même des envies d'intervenants particuliers ou d'interviews à faire, même en dehors du monde Bitcoin, n'hésitez pas à balancer des idées. Yes, ok. Yes. Merci à tout le monde et puis passez une très bonne soirée. Merci tout le monde. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Merci les gars. Merci.